surtout c'est les rappels. Et ensuite, vous avez entamé déjà l'examen clinique. Dans l'examen clinique, c'est comme dans tout examen, vous avez d'abord l'interrogatoire, et dans l'interrogatoire, vous avez les antécédents familiaux et personnels qui ont déjà été abordés par le professeur Ben Abbès. D'accord? On est d'accord. Maintenant, alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble? C'est les signes fonctionnels. Oui, alors, les signes fonctionnels, c'est-à-dire ce sont les signes d'appel. Ce que vous rapporte le malade, tous les signes, tous les troubles que le malade peut rapporter. Alors vous en avez, ils sont de 3 types. Alors vous avez les troubles de la miction, les troubles de la diurèse et les douleurs. Alors nous allons commencer par les troubles de la miction. Et avant de parler des troubles de la miction, nous allons d'abord définir qu'est-ce qu'une miction normale. Alors un sujet normal urine 3 à 5 fois par jour et au maximum une fois la nuit. Et le volume de chaque miction est compris entre 100 et 300 cc. Les urines sont émises par un jet qui est rapide, qui est régulier, sans effort, sans douleur et sans fuite post-mictionnelle. Ça, c'est la miction qui est normale. Alors, pour les troubles de la miction, ils sont nombreux. Nous allons commencer par définir qu'est-ce qu'une dysurie. Dysurie, 10, ça veut dire trouble. Et urie, donc trouble de la miction. Alors, ce trouble, quand on parle de dysurie, ça veut dire un trouble, mais qui n'est pas spécifique. Un effort, quand le malade fait un effort pour uriner, on parle de dysurie. Quand il y a un retard dans la miction, on parle de la miction, on parle de dysurie, ou bien une faiblesse du jet, une fuite urinaire post-mictionnelle, donc tout ça on peut parler de dysurie, donc c'est pas spécifique. Nous avons défini tout à l'heure qu'est-ce qu'une miction normale, nous avons dit qu'elle se faisait, une personne normale peut uriner sans douleur, le jet donc se fait sans douleur, sans effort, d'accord, mais quand il faut faire un effort pour uriner, ou bien quand il y a une faiblesse du jet, donc on parle de dysurie. La pollakiurie, c'est une émission d'urine qui sont trop fréquentes et peu abondantes. Pourquoi? Parce que généralement, il y a un obstacle, surtout au niveau de la vessie, donc qui empêche le sujet d'uriner normalement. L'obstacle le plus fréquent, c'est-à-dire qu'on voit le plus fréquent, c'est l'hypertrophie de la prostate. Donc, ce qui empêche la vessie de se vider complètement, et chaque fois donc qu'elle se remplit, donc le sujet est obligé d'uriner par petites quantités. Pourquoi il ne peut pas vider totalement sa vessie? D'accord? Donc, ce sont des urines qui sont peu abondantes et bien sûr qui sont fréquentes. Donc, l'évacuation vésicale est incomplète et c'est une situation qu'on voit surtout quand il y a une hypertrophie de la prostate. Alors, troisième trouble, c'est la nyctiurie. Nyctiurie, c'est une polyurie. Poly, ça veut dire une diurèse qui est abondante et qui est nocturne. Donc, nyctiurie, polyurie nocturne, émission d'urine abondante, surtout pendant la nuit, situation qu'on voit surtout au cours de l'insuffisance rénale, de l'hypertension artérielle et du diabète. Le diabète, ça s'explique pourquoi? Parce c'est l'hyperglycémie qui fait que le diabétique urine beaucoup plus fréquemment, aussi bien la journée que la nuit, et surtout quand il est déséquilibré. Pour l'hypertension artérielle, c'est surtout les médicaments. C'est les malades qui prennent généralement les diurétiques, et ce qui explique cette polyurie, surtout les jours, et on la voit également au cours de l'insuffisance rénale. La rétention d'urine, c'est l'impossibilité d'uriner, c'est-à-dire l'envie d'uriner est liée, la vessie, elle est pleine, mais le patient, le malade, ne peut pas. Il y a une impossibilité d'uriner. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle. Là aussi, parce qu'il y a un obstacle. Exemple, vous avez le calcul sur la voie urinaire, ou bien quand il y a aussi une hypertrophie de la prostate. L'incontinence urinaire, c'est l'inverse. C'est une miction qui est incontrôlable. Et là, vous avez deux possibilités. Soit une incontinence qui est totale,
ou bien une incontinence à l'effort. L'incontinence totale, elle est bien aussi bien diurne que nocturne, c'est-à-dire sur les 24 heures, c'est-à-dire le sujet ne peut pas, c'est-à-dire ne contrôle plus sa vessie, ne contrôle plus ses urines, c'est ça la définition. Et c'est une situation qu'on voit dans les maladies neurologiques. Quant à l'incontinence d'effort, beaucoup plus fréquente chez la femme, et se voit quand il y a des troubles sphinctériens qui sont liés à une défaillance périnéale, donc surtout la femme multipare, donc qui explique un peu cette situation. L'énurésie, là aussi c'est une miction qui est nocturne, mais qui est incontrôlable, d'accord? Ce qui fait la différence entre micturie, c'est une polyurie nocturne. C'est vrai que les urines sont abondantes, mais qu'on peut contrôler. Dans l'énurésie, donc c'est pas un problème de quantité, mais ce sont des urines que le patient ne peut pas contrôler. On parle d'énurésie qu'à partir de l'âge de 3 ans. Moi, c'est physiologique, et ceci est en rapport, l'énurésie est en rapport généralement avec des problèmes psychologiques. La miction impérieuse, c'est le besoin anormalement urgent d'uriner. D'accord? Là, c'est-à-dire le patient sent qu'il a, c'est-à-dire s'il ne va pas, quand il a cette envie d'aller uriner, s'il ne va pas tout de suite uriner, donc il va perdre ses urines. La miction bloquée, là c'est le contraire, c'est lorsque brutalement la miction est bloquée avant même que le sujet ne soit soulagé. Et là aussi c'est les obstacles. Donc pour résumer un petit peu ce que je viens de dire, quand il y a un trouble de la miction, vous avez vu, généralement c'est des obstacles sur les voies urinaires. Donc je reprends l'ensemble, qu'est-ce qu'on vient de voir. Donc la dysurie, c'est la difficulté à uriner, mais c'est pas spécifique. Donc c'est pas une définition bien spécifique. Quand il y a un trouble, tout trouble de la miction, on peut le définir par une dysurie. Deuxième trouble, qu'est-ce qu'on vient de voir? Donc la polachiurie, très bien, qu'on avait définie comme étant une miction qui est fréquente, qui est très fréquente et peu abondante. Ensuite, la nicturie, oui, c'est une polyurie qui est nocturne. Ensuite, rétention d'urine, oui, la rétention, c'est l'impossibilité. Quand vous parlez de rétention, c'est l'impossibilité donc d'uriner. Ensuite, rétention, qu'est-ce que nous avons vu? L'incontinence, voilà. L'incontinence urinaire, donc vous avez vu l'incontinence, donc qu'elle soit totale, qu'elle soit partielle, à l'effort. Donc quand je dis à l'effort, généralement c'est un effort de tout, bien d'éternuement. Oui, et ensuite l'énurésie, voilà, c'est une miction nocturne incontrôlable. Voilà, nocturne incontrôlable, oui. La miction impérieuse, et ensuite, voilà, la miction bloquée. Ensuite, nous allons voir maintenant les troubles de la diurèse. Là, c'est question de volume, la quantité. Et vous avez trois situations. Soit une polyurie, c'est-à-dire une diurèse qui est très abondante, soit une oligurie, donc voilà, donc il urine moins que normalement, soit complètement une anurie, c'est l'absence totale. Avant de parler de troubles de la diurèse, nous allons commencer par parler qu'est-ce qu'une diurèse normale. Donc on définit une diurèse normale chez l'homme, c'est-à-dire par une quantité d'urine sur les 24 heures bien sûr, qui est égale à 1,5 litre par jour, et chez la femme à 1 litre par jour. Donc ça c'est la moyenne pour vous dire. Cette diurèse peut varier donc selon les habitudes de boisson, bien sûr plus on prend de boisson, plus on boit, plus on urine, ça c'est normal. Selon le régime alimentaire, les conditions climatiques, le poids du sujet, etc. Mais la moyenne, retenez, 1,5 litre chez l'homme et 1 litre chez la femme. Polyurie, on parle de polyurie quand la diurèse est supérieure à 2,5 litres par 24 heures. Et on distingue
donc deux types de polyurie. La polyurie hypotonique et la polyurie osmotique. Là, j'explique, vous savez que le rôle du rein, il a plusieurs fonctions du rein. Vous avez vu ça déjà dans la physiologie, dans le rappel physiologique, mais la fonction essentielle, c'est la filtration et l'excrétion. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le rein, il filtre tout, donc et il excrète, si vous voulez, les déchets azotés normalement, et tout ce qu'il y a en surplus, et même l'eau, c'est-à-dire il nous retient finalement, qu'est-ce qu'il réabsorbe. Vous savez qu'il y a une filtration au niveau du glomérule et une réabsorption au niveau des tubules. Il réabsorbe ce qui est nécessaire pour l'organisme, et le reste, il sera rejeté. Alors, quand vous avez une polyurie, donc une diurèse qui est très abondante, hypotonique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau que d'électrolytes, ou bien d'autres composants de l'urine, et ceci est en rapport avec la tubulopathie, parce que la réabsorption se fait au niveau des tubules. Si les tubules ne réabsorbent pas l'eau qu'il faut, donc cette eau, si vous voulez, elle sera complètement rejetée, et elle va se retrouver au niveau des urines. Donc, hypotonique, alors qu'est-ce qui contrôle la réabsorption généralement? Nous avons une hormone qu'on appelle l'hormone antidiurétique. Cette hormone, elle est sécrétée au niveau de la post-hypophyse et bien sûr, elle agit au niveau des tubules. Donc, vous avez deux situations. Quand on parle de diabète insipide, néphrogénique ou diabète insipide central, c'est-à-dire cette hormone, soit qu'elle est absente, donc on parle de diabète insipide central, c'est-à-dire, il y a un problème au niveau de l'hypophyse, soit qu'elle n'agit pas, c'est-à-dire il y a un problème de résistance au niveau des récepteurs. Elle n'agit pas, donc on parle là d'un diabète insipide néphrogénique. Vous avez une troisième situation où on peut avoir une polyurie hypotonique, ce qu'on appelle la potomanie. Là aussi, voilà, oui, c'est un trouble d'ordre psychologique, voilà. Dans le diabète insipide, vous avez d'abord, puisqu'il n'y a pas d'hormone antidiurétique, ce qu'on appelle l'ADH, couramment l'ADH, quand il y a absence justement de cet ADH, nous avons d'abord la polyurie, et bien sûr quand il y a cette polyurie abondante, le sujet va se déshydrater et il aura cette envie de boire, bien sûr pour compenser les pertes. Et généralement le diabète insipide, c'est-à-dire le signe d'appel, vous avez vu ça en endocrine sur le syndrome, ce qu'on appelle polydipsie, polyurie, et ensuite la polydipsie, l'urine, et ensuite bien sûr cette envie de boire, cette envie très, je dirais même impérieuse de boire. Dans ce syndrome polyuropolydipsique, dans le diabète insipide, il peut atteindre jusqu'à 10 litres par 24 heures. Dans l'apotomanie, puisque c'est un trouble d'ordre psychique, donc c'est le contraire. Ce sont des gens qui boivent abondamment, qui prennent beaucoup d'eau, et ensuite, bien sûr, qui vont uriner de façon abondante. La polyurie, donc nous avons vu qu'elle peut être hypotonique, donc c'est surtout l'eau. Donc, ou bien, deuxième situation, cette polyurie peut être osmotique, c'est-à-dire qu'il y a dans l'organisme une substance qui est osmotiquement active qui va déclencher la polyurie pour être, si vous voulez, éliminée. Et on vous donne l'exemple avec le diabète sucré, c'est-à-dire que le taux de glucose est élevé dans le sang, par conséquent, bien sûr, cet excès va être éliminé au niveau des urines. Et vous avez des urines qui sont une polyurie, c'est-à-dire des urines qui sont très abondantes et qui contiennent une substance, cette substance osmotique. Moi, on a donné l'exemple du diabète, c'est-à-dire le glucose est très élevé au niveau des urines. Contrairement, dans le diabète insipide, là vous avez les deux diabètes, si vous voulez, diabète sucré, diabète insipide. Pour vous faire la différence, dans le diabète sucré, vous avez une polyurie osmotique, c'est-à-dire c'est cette osmolarité qui a l'hyperosmolarité qui a déclenché la polyurie. Dans la première situation, nous avons déjà expliqué. Soit une oligurie. On parle d'oligurie quand la diurèse est inférieure à 500 cc. Et là aussi, c'est comme la polyurie, on distingue deux situations, pratiquement les mêmes, c'est-à-dire la quantité d'urine elle est peu abondante, c'est-à-dire inférieure à 500, et nous avons cette oligurie qui peut être qui peut s'accompagner d'une hyposténurie,
ou bien d'une hypersténurie. C'est quoi ce terme? C'est-à-dire c'est par rapport à la densité des urines. On parle de densité, là aussi je reviens à la fonction du rein, le rein, il a, si vous voulez, la capacité de concentration et de dilution des urines. Et quand les urines donc sont trop concentrées, c'est-à-dire il y a beaucoup de substances, si vous voulez, qui contient beaucoup de substances, quelle que soit la substance qui est contenue dans les urines, on parle d'hypersténurie, c'est-à-dire la densité des urines est élevée quand elle est supérieure à 1025. Et là, bien sûr, la densité des urines, vous avez deux techniques pour la mesurer, soit à la bandelette. Et là, elle n'est pas vraiment, si vous voulez, disons, très fiable. Donc, on a une idée à la bandelette, mais on a des appareils, c'est-à-dire qui nous permettent de mesurer cette densité des urines. Et bien sûr, pour parler des urines, on peut dire, vous allez me dire à partir, comme on a défini céto, et on parle de densité d'urine élevée, ou bien d'une densité normale, ou bien d'une densité qui est basse. C'est-à-dire ces urines sont comparées, c'est par rapport au plasma. C'est par rapport au plasma. Oligurie avec une densité qui est basse, inférieure à 1012, une hyposténurie donc, qui se voit dans les insuffisances rénales chroniques. Là, c'est surtout dans les tubulopathies, donc il y a une excrétion plus d'eau que d'électrolytes. Et hypersténurie, c'est dans les restrictions hydriques. Quand il y a une restriction hydrique, qu'est-ce qu'une restriction? Généralement là, la restriction se fait, on peut dire un geste thérapeutique. On demande aux malades, c'est-à-dire de réduire l'apport en eau. C'est ça, restriction. On lui demande de réduire cet apport. Et bien sûr, donc automatiquement, vous avez une oligurie. Et dans ces urines qui sont, on peut dire, plus concentrées. Plus concentrées, effectivement. La densité élevée, plus concentrée. Dans la première situation, c'est moins concentré. Une oligurie, donc moins concentrée et plus concentrée. Donc la première, c'est l'insuffisance rénale chronique. La deuxième, c'est-à-dire pour faire la différence quand on a une oligurie, c'est la restriction hydrique. Madame. Et enfin, oui. Pour l'insuffisance rénale chronique, on a une restriction hydrique, non? Oui, on fait la restriction hydrique, bien sûr, on ne peut pas, parce que le rein ne peut pas. Justement, oui, on demande de faire la restriction hydrique, ce n'est pas uniquement dans l'insuffisance rénale, mais oui, il y a une restriction, et on demande aux malades de boire, c'est-à-dire on quantifie d'abord les urines, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut uriner par 24 heures. Généralement, ce sont des malades qui sont en oligurie, donc à peu près, s'il a une diurèse de 500 cc par 24 heures, on lui rajoute 500 cc. Et ces 500 cc qu'on rajoute correspondent aux pertes qui sont insensibles, d'accord, à travers la sueur et tout ça. Donc il y a des pertes d'eau, c'est pas uniquement à travers des urines, on perd des eaux aussi autrement. Donc c'est les 500 qu'il urine, plus les 500 ces pertes insensibles. Et là on lui dit, c'est pas plus de 1000 cc par 24 heures, bien sûr. Ah, je reviens de... Excusez-moi, juste un instant. Alors, l'anurie. Voilà. Alors, l'anurie, on parle d'anurie. C'est définition justement qu'il faut retenir parce que au contrôle, ce que vous allez avoir, c'est surtout justement l'examen clinique. Hein, c'est les signes fonctionnels et l'examen clinique et les explorations. Bien sûr, un petit peu sur les syndromes. C'est pas sur les rappels anatomiques, physiologiques et histologiques que vous allez avoir des questions. Donc l'anurie, on parle d'anurie lorsque la diurèse est inférieure à 100 cc. Donc inférieure à 100 cc, déjà on a le droit de parler d'anurie ou bien absence totale d'urine. D'accord. Situation qu'on peut avoir, donc qu'on peut voir au cours de l'insuffisance rénale chronique décompensée, quand elle est décompensée, ou bien dans les tubulopathies aiguës. Dans les tubulopathies, généralement, c'est des polyuries. C'est pas une anurie, mais dans les situations quand il y a une décompensation aiguë, on peut avoir une anurie. Maintenant,
dans les troubles donc, de la diurèse, quand le malade urine, il faut toujours regarder l'aspect des urines. L'aspect des urines, donc normalement il est clair. L'aspect des urines, il est clair. Il peut être trouble, c'est-à-dire un peu louche, voilà. Là, témoigne d'une infection. C'est-à-dire déjà, en regardant l'aspect des urines, ça peut nous orienter. Quand les urines sont de couleur foncée, jaune foncé, ça veut dire qu'on a des urines qui sont très concentrées. Très concentrées, donc on peut voir au cours des déshydratations, par exemple. On a des urines qui sont concentrées. Quand la couleur est de rouge-orange, surtout rouge, donc là, donc, dans l'ictère rétentionnel. Il ne faut pas oublier aussi les causes médicamenteuses. Il y a des médicaments qui peuvent donner une coloration rouge des urines. Et quand c'est rouge-brun, c'est-à-dire un rouge très foncé, donc c'est l'hématurie. Généralement, c'est l'hématurie. Pardon ? Les urines qui sont claires, j'ai dit qui sont claires, c'est comme de l'eau et généralement un petit peu teintées en jaune. Maintenant, quand c'est trouble, c'est-à-dire que vous allez trouver des débris à l'intérieur. Généralement, c'est des polynucléaires, et c'est pour ça, c'est carrément du pus. Parfois, c'est du pus. Donc, c'est pour ça qu'ils sont troubles, qu'ils ont cet aspect qui les trouble. C'est pas que on peut avoir cette teinte un peu foncée, mais c'est surtout l'aspect à l'intérieur que c'est pas clair. C'est pas comme de l'eau. Donc, il y a quelque chose qui... vous voyez qu'il y a quelque chose dans ces urines. Par contre, quand c'est rouge. C'est la couleur uniquement qui change. D'accord ? Oui. Dans l'augmentation des protéines, oui. Des protéines, oui. Oui, quelquefois, on ne peut pas voir les protéines. Les protéines, non, on ne peut pas les avoir. On ne peut pas les voir à l'œil nu dans les urines. L'infection, oui. L'infection, bon, enfin pas toutes les infections. Il y a des infections qui sont, je dirais, sévères. On peut avoir donc des urines qui sont troubles. Parfois, une véritable pyurie, c'est du pus que le malade peut uriner. Sinon, les protéines, non. Il faut les doser, les protéines. Donc, premièrement à la bandelette et ensuite sur les 24 heures, sur les urines des 24 heures. Par contre, le sang, si, l'hématurie macroscopique, on peut la voir. Oui. Ah oui, on verra après, ça viendra, on va le voir. Pas aujourd'hui, mais on va le voir. On peut aussi avoir des urines, ce qu'on appelle une chylurie, c'est-à-dire un aspect laiteux des urines. Et là, vous avez deux tubes. À droite, vous avez les urines d'aspect clair, et à gauche, voilà, vous voyez un petit peu la différence. Et c'est quand on a cette chylurie, donc elle traduit une rupture des lymphatiques dans les voies urinaires. Donc la rupture, pourquoi on a une rupture ? Bon, la première cause, c'est traumatique. C'est une situation aussi qu'on peut voir dans les néoplasies. Ça peut être un problème aussi congénital dans la circulation lymphatique. La douleur, maintenant on arrive à la douleur. Donc dans la douleur, appareil rénal, donc la douleur, vous avez deux types de douleurs. Une douleur paroxystique et la douleur chronique. Même la paroxystique, dans la douleur paroxystique, vous avez un fond de douleur avec des paroxysmes. Des paroxysmes, c'est-à-dire avec des pics. Soit la douleur, elle évolue sur un mode chronique. La première, la douleur paroxystique, correspond à ce qu'on appelle la colique néphrétique. Nous allons décrire de toute façon les deux douleurs. La colique néphrétique, donc elle traduit une hyperpression aiguë, généralement une installation aiguë, sur la voie excrétrice au-dessus d'un obstacle, quel que soit le type. Donc, qu'est-ce que vous comprenez ? Généralement, il y a un obstacle au niveau des voies urinaires, et bien sûr, quand il y a un obstacle, il va retentir sur l'appareil, si vous voulez, en amont. Et donc, ce qui explique, donc, cette pression explique donc cette douleur qui est très importante. Et comme toute douleur, donc vous avez les caractéristiques de la douleur, le siège, l'irradiation, le type, et les signes qui peuvent, l'intensité et les signes qui peuvent accompagner la douleur. Donc le siège, elle est généralement unilatérale parce qu'elle traduit un obstacle, généralement un calcul. On peut avoir un calcul, c'est-à-dire des calculs bilatéraux, mais bon, généralement c'est unilatéral. Une colique néphrétique, c'est unilatéral. Siège, donc lombaire,
parfois même, donc généralement c'est lombaire, soit l'hypochondre, au niveau de l'hypochondre, ou bien même au niveau de la fosse iliaque. Donc je vous montre un peu le schéma. Donc lombaire, soit au niveau de l'hypochondre, soit carrément au niveau de la fosse iliaque. Et là, ça veut dire qu'elle suit le trajet des voies excrétrices. Voilà, ça dépend de l'obstacle, de la localisation de l'obstacle. L'irradiation, elle se fait, voilà ce que je viens de dessiner en écharpe, donc oblique, en bas et en avant. Donc oblique, en bas et en avant. Donc elle commence généralement au niveau lombaire et ensuite elle se projette en bas et en avant vers la fosse iliaque, puis même dans la région inguinale, puis vers les organes génitaux et au niveau de la face interne de la cuisse. Alors le caractère, c'est une douleur qui est pénible, c'est une douleur qui est à titre de déchirement ou bien de brûlure, c'est une douleur qui est insupportable. Donc j'ai dit qu'elle évoluait de façon permanente avec des renforcements paroxystiques. Elle peut durer quelques heures et parfois elle peut aller jusqu'à 2 ou 3 jours. Avec une fin brusque, donc elle est aiguë, elle commence de façon brusque et se termine de façon brusque avec accompagnée d'une réapparition de la duresse. Pourquoi? Parce qu'une fois le calcul est éliminé, donc la douleur bien sûr cesse brutalement et réapparition des urines. Quels sont les signes qui peuvent accompagner cette colique néphrétique? Premièrement, vous allez voir un malade, du fait bien sûr de l'intensité de la douleur, un malade qui est très agité et qui est donc agité à la recherche d'une position antalgique, mais qui n'arrive pas à trouver cette position antalgique. Les signes donc, qui accompagnent urinaire, vous avez déjà la pollakiurie, on en a parlé tout à l'heure. Pollakiurie donc traduit un obstacle, donc la pollakiurie, soit parfois donc c'est une mixture peu abondante, soit des ténèsmes vésicales, ténèsmes c'est-à-dire l'envie d'aller uriner sans qu'il y ait vraiment des urines, et parfois c'est une hématurie qui est franche. Cette colique néphrotique aussi peut s'accompagner d'une fièvre parce qu'elle peut favoriser l'obstacle, surtout le calcul. Quand il y a justement cette hyperpression, peut faire le lit d'une infection, donc la fièvre, et elle peut s'accompagner aussi de troubles digestifs. Quand elle s'accompagne de troubles digestifs, donc là, elle peut égarer le diagnostic. Parce que s'il y a par exemple une douleur, surtout si elle n'est pas lombaire, si elle siège au niveau de l'hypochondre, droit ou gauche, ou bien au niveau de la fosse iliaque, droite ou gauche, et accompagnée par exemple de vomissements, là bien sûr ça peut nous égarer. Nous allons vers d'autres diagnostics, par exemple appendicite ou autre, d'accord? Donc ces signes peuvent égarer le diagnostic. Donc vous avez surtout les nausées, les vomissements, ballonnement abdominal, parfois même un arrêt du transit. La douleur peut simuler donc un tableau aigu, un tableau abdominal aigu, digestif aigu, tel que l'appendicite ou bien une occlusion intestinale. L'examen clinique, donc pour les signes fonctionnels, vous avez essentiellement, je pense que c'est très simple, les troubles de la miction, les troubles de la diurèse et la douleur. Et pour la douleur, donc, il reste la deuxième type de douleur, mais la plus spécifique, c'est la douleur, c'est la colique néphrétique. Et là, bien sûr, devant cette douleur, malade agité, parfois il nous est un peu difficile d'examiner le malade dans cette situation. Bien sûr, le plus urgent, d'abord, c'est de calmer cette douleur, et ensuite, on peut examiner le malade tranquillement. Deuxième type de douleur, c'est la pesanteur lombaire. C'est la douleur chronique. Elle est sourde. La localisation, elle est costo-vertébrale, plus haute. Donc derrière, c'est entre les côtes et les vertèbres, elle est costo-vertébrale. Ou bien au niveau du flanc, donc au niveau de la taille, ce qu'on appelle le signe de la taille. Elle est continue. Elle peut être aussi intermittente. Et là aussi, c'est une douleur qui peut être accompagnée de signes digestifs. Alors, l'examen clinique, on arrive à l'examen clinique. L'examen clinique, donc pour l'examen clinique, vous avez toujours l'inspection, la palpation, la percussion et là aussi l'auscultation. Même s'il s'agit de rein, vous allez voir que l'auscultation a aussi son rôle. Elle est importante. Alors, commençons par l'inspection. Donc, il faut toujours examiner le patient
torse nu, et en position pour bien examiner la région lombaire à l'inspection, donc en position demi-assise. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait rechercher? Qu'est-ce qu'il faut voir au niveau de la région lombaire et même abdominale et pelvienne et les organes génitaux? Tout ça, donc, il faudrait les inspecter à la recherche d'une voussure lombaire. Oui, une voussure, bien sûr, donc ça veut dire que la peau, elle n'est pas, si vous voulez, je dirais plane, c'est-à-dire vous allez voir, il y a quelque chose qui apparaît, par exemple une masse qui va vous apparaître déjà à l'inspection, on parle d'une voussure, d'accord? Voussure lombaire, soit un œdème, il faut rechercher les œdèmes au niveau de la paroi lombaire, parce que les œdèmes, on ne les voit pas uniquement au niveau des membres inférieurs, ils peuvent remonter jusqu'aux longues. Cicatrice d'intervention, c'est très important, surtout au niveau lombaire. Peut-être que le malade, c'est-à-dire une cicatrice, peut-être qu'il aurait fait une néphrectomie, qu'on a carrément enlevé un rein, peut-être un problème tumoral, calcul, etc. Donc, c'est une cicatrice d'intervention qui pourrait éventuellement nous orienter. Ou bien, donc la voussure, elle peut être pubienne, suspubienne, si vous voulez. Donc, voussure, cicatrice d'intervention, donc un œdème, et tout ce qui nous paraît, donc comme toute inspection, tout ce qui nous paraît anormal. Oui. Suspubienne, j'y arrive. Généralement, c'est le globe vésical. Donc, ça peut être tumoral ou autre, ou bien, mais généralement, en suspubien, quand il y a une voussure, quand il y a, ça veut dire qu'il y a un globe vésical, et nous allons l'expliquer c'est quoi ce globe vésical. Alors, la palpation, dans la palpation, bien sûr qu'on utilise les mains, c'est-à-dire l'examinateur, le médecin, palpe avec ses mains, il va utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va palper? Toujours la région lombaire, la région abdominale et la région pelvienne. Et on termine toujours par un toucher rectal. Ça fait partie de l'examen. Alors, qu'est-ce qu'elle va rechercher, cette palpation? Nous allons rechercher un gros rein. Un gros rein qui signifie, là, qui témoigne, nous allons voir les situations, peut-être il y a un problème de tumeur, il y a un problème de kyste, peut-être un abcès, etc. Donc, c'est déjà la taille d'un gros rein. Ou bien un point douloureux, c'est-à-dire quand on palpe, donc on déclenche, on réveille une douleur, soit une rétention vésicale, voilà le globe vésical, ou bien sûr, il faut aussi chercher s'il n'y a pas un problème au niveau des organes génitaux. Donc, qu'est-ce qu'un globe vésical? Là, c'est une situation qu'on voit dans la rétention des urines. Rétention, on avait dit que c'est l'impossibilité d'uriner. Et les urines sont là, c'est-à-dire ce qui fait la différence, le diagnostic différentiel entre l'anurie et la rétention d'urine. La rétention d'urine, c'est vrai qu'il n'y a pas d'urine parce que le malade ne peut pas uriner, mais les urines stagnent, si vous voulez, ou bien ils sont bloqués au niveau de la vessie. Bien sûr, quand il y a... si vous avez, par exemple, 1 litre ou plus d'urine, ça va entraîner, bien sûr, un globe vésical. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va sonder le malade pour le soulager. Par contre, l'anurie, il n'y a pas d'urine, mais il n'y a pas de globe vésical. D'accord? Il y a un problème qui est situé, c'est-à-dire au niveau du rein, là où il n'y a pas de, c'est-à-dire, de filtration, d'expression d'urine du tout. Alors, quelle est la technique pour justement rechercher par exemple un gros rein? La technique de palpation au niveau du rein. Placer le malade là, il faut le placer en décubitus dorsal, sans oreiller, les membres inférieurs fléchis et les bras le long du corps. Alors, le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer une main postérieure c'est-à-dire contre la paroi lombaire. Une main qui sera placée en postérieur contre la paroi lombaire, exactement entre la 12e côte, c'est-à-dire la dernière côte, et la crête iliaque. Donc ça correspond généralement à la main du médecin. Et la deuxième main en antérieur. Donc vous avez une main en postérieur et une main en antérieur. Et en antérieur, qu'est-ce qu'il fait avec cette main? L'examinateur va déprimer la paroi abdominale. Pourquoi? Pour refouler les reins. D'accord? Et pour rechercher donc le pôle, surtout le pôle inférieur du rein. Alors, résultat, là pour vous montrer la technique, donc les deux mains, une en postérieur, donc au niveau de la région lombaire, l'autre en antérieur, donc qui déprime la paroi abdominale. Donc, vous avez là aussi une deuxième technique. Normalement, cette palpation, elle est souple, elle est indolore, elle ne réveille aucune douleur. Et on voit que la région lombaire, elle est libre. Parce que normalement, les reins ne sont pas palpables.
et on parle de contact lombaire, on dit que le contact lombaire est positif ou bien on a un contact lombaire lorsque la main postérieure perçoit le rein. Et quelles sont les situations au cours desquelles on perçoit le rein? Quand premièrement, il y a une situation qui est physiologique, il y a une variante, si vous voulez, anatomique, il y a une ptose rénale, c'est-à-dire la situation du rein, le rein, il est bas situé. C'est pas qu'il y a une maladie, mais c'est le rein qui est bas situé. Là, oui, c'est congénital, tout à fait. Là, on peut le palper. Première situation, donc c'est une éventualité à laquelle il faut penser. Deuxièmement, vous avez l'hypertrophie compensatrice du rein, c'est-à-dire un rein qui est hypertrophié, c'est-à-dire augmenté de volume de façon homogène. Et compensatrice, c'est une situation qui se voit quand le malade a un seul rein. L'autre rein a été donc enlevé pour une raison ou pour une autre. Et donc le rein restant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, si vous voulez, prendre le relais, pas uniquement le relais, c'est-à-dire assurer les deux fonctions du rein. Et c'est pour ça qu'il va s'hypertrophier. Au fait, c'est comme un muscle aussi si vous voulez, qui s'exerce, c'est-à-dire il va s'hypertrophier. Donc tout organe qui fait une fonction, si vous voulez, il va s'hypertrophier. Donc hypertrophie compensatrice. On peut avoir un phlegma périnéphrétique, là c'est dans les infections, un phlegma ça veut dire un abcès, ou bien une pyonéphrose, là aussi c'est dans les infections. Polykystose rénale, un rein polykystique, ou bien un cancer du rein. Donc là, on vous a cité quelques situations au cours desquelles on peut avoir un contact lombaire positif, c'est-à-dire là où on va soit percevoir le pôle inférieur du rein, ou bien une masse, c'est-à-dire on a quelque chose, la main, si vous voulez, de l'examinateur perçoit quelque chose. Là, c'est pour vous montrer la polykystose rénale. Hein. Elle est généralement, c'est une maladie, la polykystose. Hein. Je ne parle pas quand il y a un ou deux. Voilà, elle est congénitale, elle est héréditaire tout à fait. Il y a deux formes. La forme, dans l'hérédité, il y a toujours la forme récessive et la forme dominante. Et bien sûr, qui évolue vers l'insuffisance rénale chronique. Alors, à la palpation, nous avons dit qu'on recherche un contact lombaire ou bien on examine aussi le trajet urétéral à la recherche de points douloureux. Et vous avez 3 points douloureux à rechercher. Vous avez le point supérieur, point moyen, bien sûr en suivant le trajet des voies excrétrices rénales, donc point supérieur, point moyen, point inférieur. Trajet urétéral. Alors supérieur, c'est très simple. Toujours derrière, c'est l'angle costo-vertébral. Moyen, c'est la paroi antéro-externe abdominale. Et inférieur, là, inférieur, c'est la nécessité de faire un toucher rectal pour apprécier la portion terminale de l'urètre. D'accord? Les points douloureux, quand il y a un point douloureux, c'est-à-dire quand vous palpez, vous réveillez une douleur, témoigne généralement la présence d'un calcul, tumeur, inflammation, etc. Et bien sûr, ça c'est la clinique. Et pour confirmer, bien sûr, vous suspectez un diagnostic. Et pour confirmer, bien sûr, soit qu'il s'agit d'une lithiase ou bien un problème tumoral ou autre, vous avez l'échographie. Il y a l'échographie, il y a les examens complémentaires qui sont là pour nous infirmer ou là nous confirmer un diagnostic qui est suspecté. Le globe vésical, voilà, le globe vésical qu'on recherche aussi à la palpation, qui se voit en cas de rétention vésicale. Donc la palpation met en évidence un globe suspubien qui est lisse, à surface lisse, régulière et sensible. Bien sûr, c'est un peu douloureux. Donc la surface du globe, elle est lisse, elle est régulière et c'est sensible. Bien sûr, quand il y a un globe, si vous suspectez quand il y a une voussure pubienne, c'est pas uniquement le globe vésical, ça pose aussi un diagnostic différentiel. Là, par exemple, chez la femme, par exemple, un kyste de l'ovaire aussi peut donner de l'aspect de voussure au niveau suspubien. Alors, l'examen, bien sûr, il ne faut pas oublier d'examiner, bien sûr, les organes génitaux externes chez l'homme, donc les bourses, les testicules et les pédidyles.
La percussion. On arrive donc après l'inspection, la palpation, et on arrive à la percussion. Toujours le patient torse nu, là la percussion elle se fait en position demi-assise, parce que nous allons percuter au niveau de la paroi lombaire. Le médecin percute délicatement, bien sûr, il faut aller doucement, la fosse lombaire avec la manchette de la main. La manchette, c'est-à-dire avec le rebord de la main. On va percuter, d'ailleurs, c'est-à-dire donner des petites tapes au niveau de la région lombaire. Et on parle de signe de Giordano. On dit que le Giordano est positif. Lorsque la percussion déclenche une douleur. Et elle suspecte, c'est-à-dire elle fait, quand vous percutez, il y a une douleur, elle fait fortement suspecter une pyélonéphrite aiguë. C'est-à-dire c'est le premier diagnostic auquel il faut penser, pyélonéphrite aiguë, c'est-à-dire c'est une infection du haut appareil urinaire. PNA, pyélonéphrite aiguë, donc Giordano positif, percussion Giordano positif, c'est une pyélonéphrite aiguë. Lorsque vous recherchez le contact lombaire, parce que ce sont les deux signes importants, quand on examine le malade, c'est-à-dire pour les problèmes urinaires, donc vous avez surtout le contact lombaire et le Giordano. Contact lombaire positif, donc il faut penser aux problèmes donc, de gros reins, de polycystose, un problème tumoral, un phlegmon, etc. Et lorsque vous percutez un Giordano positif, le premier diagnostic, donc c'est une pyélonéphrite. Donc lorsqu'il réveille, donc ça réveille une douleur, c'est une pyélonéphrite aiguë. Alors, toucher pelvien, très important. Chez l'homme, c'est surtout pour la prostate. Ça nous permet d'apprécier la prostate donc, dans son volume, dans ses limites, dans ses contours et dans sa consistance. Donc, un des cancers les plus fréquents chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. Et le toucher donc, rectal peut déjà nous donner une idée sur la prostate. Et quelquefois, même les hypertrophies bénignes de la prostate. Donc, un homme qui se plaint de pollakiurie, nous avons parlé d'obstacles au niveau de la vessie, donc de pollakiurie, essentiellement. Donc, toujours penser à faire un toucher rectal et rechercher donc s'il n'y a pas un problème de prostate. Chez la femme, également, le problème, on peut déjà au toucher rectal rechercher ou enfin suspecter les problèmes donc, de tumeurs pelviennes, qu'elles siègent au niveau de l'utérus ou bien au niveau de la vessie. Et enfin, donc après la palpation, la percussion, on arrive à l'auscultation. Là aussi, l'auscultation, elle se fait en position en décubitus dorsal. Et qu'est-ce qu'on ausculte? On ausculte les artères rénales. C'est très important. Donc, le trajet des artères rénales à la recherche d'un souffle. C'est-à-dire, quand c'est normal, on n'entend absolument rien. C'est-à-dire, si vous entendez un souffle, ça veut dire, voilà, il y a une sténose, bien sûr, d'une ou des deux artères, qu'on peut voir dans beaucoup de maladies. Entre autres, vous avez une maladie inflammatoire qui est fréquente chez nous et chez la femme, ce qu'on appelle la maladie de Takayasu. C'est-à-dire qu'il y a les sténoses qui sont données, c'est-à-dire qui sont dues à des inflammations, à l'inflammation, etc. Il y a plusieurs causes des sténoses. Voilà comment on ausculte. Donc, de part et d'autre, donc le trajet des artères rénales, c'est donc l'auscultation se fait de part et d'autre de l'ombélique. D'accord, au niveau abdominal de la région péri-ombélicale, mais de part et d'autre de l'ombélique, à la recherche d'un souffle qui peut témoigner, donc la présence d'un souffle, donc sténose d'une artère rénale. Voilà. Et on verra demain, Inch'Allah, les explorations en astrologie. Si vous avez des questions à poser.